Voilà. Bon. Bonjour à tout le monde. Bienvenue chez vous. Comme il est dit, l'intitulé de notre troisième conférence, La culture est invitée chez vous, qui est organisée par Amici d'Italia, qui est une association franco-italienne qui se trouve à Bussy, mais qui est ouverte à tous les amoureux de l'Italie et de sa culture. Et donc voilà notre troisième conférence. On s'invite chez vous pour faire vivre la culture italienne, même en période de crise, de pandémie. On l'a fait avec les cours d'italien qui ont été transformés en cours à distance, mais qui a quand même donné un peu de vie et de culture italienne malgré tout. Et maintenant, on le fait depuis 3 mois avec des personnalités qu'on invite à nos conférences. Et après Alberto Toscano et Cesare Capitani, on a aujourd'hui invité notre chère amie Angela Zazzera. Angelina, je te laisse la parole pour que tu te présentes et puis tu nous parles d'un grand personnage, un immense Bien. personnage pour la culture italienne, c'est-à-dire Dante Alighieri. Alighieri. Alors, je suis particulièrement contente de faire cette discussion avec vous parce que je suis moi-même de descendance italienne et j'ai appris l'italien en France. Et c'est donc la France qui m'a donné cette culture italienne qui représente en fait une partie de mon identité. Donc, je suis particulièrement contente de faire cette conférence sur Dante et je suis aussi très heureuse de la partager avec vous. Et je suis aussi heureuse de la partager avec tous les Français qui ne sont pas de descendance italienne, puisque comme vous savez, peut-être pas, mais vous allez le savoir, Dante, c'est le deuxième livre le plus traduit dans notre monde occidental après la Bible. Donc, ça veut dire que Dante fait partie de la culture occidentale et que de toute façon, il fait partie de notre culture occidentale à nous tous, et en particulier à la France. Voilà. Alors, si vous voulez, on peut commencer maintenant. Ça va? Oui, j'essaye de gérer ça. Comunque, ça fait rien. Vous savez que nous célébrons en 2021 les 700 ans de la mort de Dante. Effectivement, Dante est mort en 1321. Et vous voyez là une effigie de Dante, c'est une personnalité très importante, tellement importante pour la culture occidentale, comme je vous disais, et aussi pour la France, qu'en 2020, le ministre de la Culture italienne, M. Franceschini, avait instauré une journée nationale pour une journée de Dante, une journée nationale qu'on appelle le Dante Di. Il a instauré ça donc en 2020 et il a instauré ça le 25 mars parce que le 25 mars, c'est le jour où Dante raconte qu'il est rentré dans son voyage dans l'au-delà, qu'il est rentré dans l'enfer. Donc, c'est particulièrement bienvenu que ça se passe aujourd'hui. On n'est pas le 25 mars, mais on n'est pas très loin. Et puis, je suis particulièrement heureuse de vous dire que le ministre a dit, quand il a instauré cette journée, Dante è l'unità del paese, Dante è la lingua italiana, Dante è l'idea stessa dell'Italia. Ça veut dire Dante est l'unité du pays, Dante est la langue italienne, Dante est l'idée même de l'Italie. C'est pour vous dire que c'est un personnage quand même très important, non seulement pour l'histoire de l'Italie et pour toute l'histoire de l'Occident, mais c'est un personnage aussi important pour la culture, toute la culture occidentale, parce que on peut dire que Dante, avec la Divine Comédie, a donné les bases de la culture de la Renaissance qui nous investit encore aujourd'hui. Voilà. C'est donc pour ça que je vais commencer par vous raconter un peu l'histoire de l'Italie et surtout dans quelle situation il a évolué, parce que c'était un homme civil autant qu'un écrivain, et d'abord un homme civil. Et justement, la Divine Comédie a été... j'ai fait quelque chose? Non, non, c'est moi. Bon. La Divine Comédie a été écrite à la suite de sa situation politique et de ce qu'il a subi dans sa vie civile. Donc, il faut absolument que je vous dise que Dante, quand il naît à un moment crucial de l'histoire de l'Italie, puisqu'il naît en 1265
et qu'il meurt donc, comme je vous ai dit, en 1321, il est à cheval entre le XIIIe et le XIVe siècle. Il faut que je vous dise quand même qu'en Italie, et c'est bien plus commode qu'en France, on ne compte pas les siècles comme nous. Enfin, en tout cas, à partir des années 1200 jusqu'à 1999, au lieu de compter, par exemple, les années 1200, ils les comptaient, nous, on les compte comme le XIIIe siècle, ça fait une centaine de plus. Eux, ils prennent les années 1200 et ils disent le 200, le 200. Pareil, on dira que Dante, qui est mort en 1321, on dira il est mort dans le 300. Et il faut que je vous dise qu'à partir de 476, qui est la date de la chute de l'Empire romain d'Occident, c'est-à-dire le dernier roi romain, il a été destitué à ce moment-là, jusqu'en 1492, qui est la date de la découverte de l'Amérique, eh bien, on estime qu'il y a là 10 siècles de Moyen-Âge. Or, nous sommes déjà dans le 200, c'est-à-dire dans le XIIIe siècle, et nous sommes en train de sortir du Moyen-Âge. Alors, qu'est-ce que c'était que le Moyen-Âge avant? Très rapidement, parce que tout le monde le sait ou tout le monde s'en doute, c'était le siècle de l'obscurantisme, où il y avait des seigneurs dans les campagnes qui faisaient régner une autorité absolue, qui avait le droit de cuissage sur les jeunes filles quand elles étaient mariées, par exemple. C'est un excès, mais c'est vrai. Ils prélevaient des taxes partout. Les paysans étaient considérés comme des esclaves, tout le monde le sait, mais surtout, il y avait deux autorités qui étaient absolues et auxquelles tout le monde obéissait, qui étaient le Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire l'empereur qui était un Germain, qui se trouvait plutôt en Occident du Nord, et le pape, qui avait un grand pouvoir en principe que spirituel, mais il avait un pouvoir énorme parce qu'il pouvait excommunier les rois et que comme les rois étaient tous de droit divin, plus ou moins respectés parce qu'ils étaient de droit divin, eh bien, c'était très grave pour eux et ils avaient beaucoup moins d'autorité quand ils étaient excommuniés. Donc, il faut bien se mettre dans la tête qu'il y avait à ce moment-là deux grandes autorités supérieures qui investissaient absolument toute la vie, aussi bien la vie civile que la vie morale, que la vie intellectuelle, que la vie personnelle, etc. Donc, que ça soit bien clair, voilà. Et nous, quand est-ce que nous arrivons? Nous arrivons concrètement en Italie. Qu'est-ce qui se passe au moment de la naissance de Dante? Alors, au moment de la naissance de Dante, l'Italie, toujours sous le joug de ces deux autorités suprêmes, est quand même divisée en trois parties. Alors, vous avez le sud, à partir de Naples et de la Campanie, avec le sud de la Botte et également la Sicile et la Sardaigne, qui sont sous l'autorité de deux rois, qui sont eux-mêmes sous l'autorité de l'empereur, inutile de vous dire, qui sont sous l'autorité de rois. Il y a un roi qui est un Anjou, l'autre qui est un Aragon. Donc en réalité, ce sont des rois qui sont un peu exportés de l'extérieur, ce sont des envahisseurs. Les Italiens ne les ressentent pas comme des autorités très respectables. Voilà. Et on appelle ça, le sud de l'Italie, on l'appelle il Regno. Ça a été indiqué il n'y a pas très longtemps au sujet de la mafia, parce qu'on essaye d'expliquer pourquoi il y avait cette fracture entre le nord et le sud, et on est allé chercher dans le Moyen-Âge cette division entre le nord et le sud, précisément à cause du système féodal qui régnait dans l'Italie du Sud. Bon, vous avez le centre, et au centre, curieusement, vous avez le pape, qui a décidé de ne pas être qu'un pape spirituel, mais qui a décidé d'être aussi un pape temporel, c'est-à-dire qu'il a des terres autour de lui et il y tient beaucoup. Je dirais même qu'il a un petit peu, ils ont un peu, les papes à ce moment-là, des volontés expansionnistes. Et il se passerait bien de l'autorité de l'empereur, qu'ils n'ont pas du tout envie de voir descendre en Italie, venir s'occuper de leurs affaires. Ce qui fait que, et la plupart du temps, en plus, les papes ne sont pas des papes qui ont une vocation première d'être pape. Ce sont en général des personnalités de haute volée, des grands techniciens de la politique qui sont issus des grandes familles qui ont déjà le pouvoir en Italie d'une façon ou d'une autre, des grandes familles nobiliaires et en général, être pape, c'est surtout faire carrière. La plupart du temps, ils ont aussi une vie de famille, pas la plupart du temps, mais vous savez bien qu'il y a des bruits qui ont couru là-dessus et qui ont été d'ailleurs étayés.
Bon, alors le pape, donc, il règne sur un territoire qui va de Rome, le Latium, les Marches, l'Ombrie, et il louche furieusement vers les États du Nord, parce que dans le Nord, il y a un système tout à fait différent. Et c'est un système qui nous intéresse hautement parce qu'au milieu au milieu de ce système nordique, en quelque sorte, il y a la ville de Florence. Et c'est de la ville de Florence que tout va partir, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, dans le Nord, comme un héritage, si vous voulez, des castrums romains, des camps romains, des camps militaires romains qui avaient été institués par les Romains, c'est là qu'on a gardé cette structure au plus près de ce qui se passait à Rome. C'est-à-dire que les villes, les fameux castrum, les fameuses places fortes romaines, sont devenues des communes. Et on appelle ça i comuni. Alors, les communes, c'est une structure de ville en ville, hein, toutes les villes sont un petit peu comme ça. Vous avez la ville de Venise, qui est une commune très autonome et très spécifique d'ailleurs, parce que c'est un pont vers l'Orient, c'est un port, donc très important. Vous avez Pise, par exemple, qui est le port de la Toscane. Elles sont toujours en bisbille avec Florence. Vous avez Ravenne, qui est le port de l'autre côté, qui est aussi en bisbille avec Venise. Vous avez Florence, bien entendu. Vous avez Mantoue, plein milieu, là où on faisait le riz, il n'y avait pas très longtemps, il y avait beaucoup de rizières. Et surtout, Mantoue, c'est très intéressant parce que c'est la patrie de Virgile. Virgile, c'est un poète latin qui a écrit l'Énéide, et c'est un poète latin mythique pour les Italiens. Il représente pratiquement l'unité d'Italie pendant la période romaine, si vous voulez. Dans l'esprit des gens, c'est ça. Et nous allons le retrouver parce que ça sera Virgile qui va accompagner Dante, dans son voyage à travers l'enfer et le purgatoire. Il quittera, comme il est impie, parce qu'il n'est pas catholique, il n'a pas le droit d'aller vers le paradis, il va jusqu'au purgatoire, mais pas plus loin. Et à ce moment-là, quand on arrivera aux portes du paradis, c'est Béatrice, c'est-à-dire la muse de Dante, qui va prendre la relève et qui va le conduire au paradis jusqu'à la porte du paradis, bien sûr, jusqu'à la porte du point suprême du paradis où on ne peut pas rentrer quand on n'est pas mort déjà et quand on n'est pas un élu. Bon, enfin, je vous passe les détails, mais c'est pour vous dire que cette histoire de Florence, c'est quand même très important. Alors, j'en reviens aux communes. La commune, c'est un… Voilà, vous avez là la commune de Florence au temps de Dante Alighieri. Alors, ça ne vous parlera pas beaucoup, ce camembert, mais c'est pour vous expliquer que la commune de Florence est basée, et comme toutes les communes en général, elles sont basées sur une constitution avec un gouvernement tournant, et ce gouvernement s'appuie sur des corporations. Alors, à l'intérieur des villes, il y a plusieurs types de gens. Et en général, les villes sont autonomes parce qu'il y a des bourgeois à l'intérieur, des bourgeois riches, industrieux, qui ont, on dira aujourd'hui des PME, des entreprises. Et ces bourgeois sont appelés il popolo grasso, c'est-à-dire le peuple gras, celui qui est riche. Par opposition au popolo minuto, qui sont constitués par les petits artisans, les petits ouvriers, ceux qui travaillent pour les uns, pour les autres. Voilà. Alors, les gouvernements des communes sont gérés par le popolo grasso, c'est-à-dire des bourgeois qui se montent en corporation. Alors, vous avez à Florence, par exemple, vous avez la corporation des juges, des notaires, la corporation de la laine, brute ou manufacturée, la corporation des banquiers, la corporation des pelletiers, et vous avez aussi la corporation des apothicaires et des médecins. Alors ça, c'est particulièrement intéressant. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse, parce que d'abord, Dante est inscrit dans la corporation des apothicaires, alors qu'il n'a peut-être rien à y faire, mais enfin, c'est pour pouvoir accéder au gouvernement de Florence. Et dans la corporation des apothicaires et des médecins, vous allez trouver la grande famille des Médicis, dont le blason, si ça vous dit, est représenté par des pastilles. Et ces pastilles sont justement des pastilles de pharmaciens, en fait, parce qu'il y avait probablement chez les Médicis quelqu'un qui était apothicaire. Et c'est d'autant plus amusant que un médecin en italien, ça se dit il medico, et que les médecins en italien, ça se dit i medici. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a peut-être un lien quelque part. Bon, et en plus, cette corporation des apothicaires et
médecins est très intéressante parce que qu'est-ce qui va se passer? Un peu plus tard, c'est-à-dire le Quattrocento, le siècle qui suit celui de la Divine Comédie, eh bien, vous allez avoir la Renaissance, c'est l'apogée de la Renaissance, hein. Le Quattrocento, c'est vraiment l'endroit où vous avez tout le monde qui explose. Il y a Léonard de Vinci qui est en plein dedans et vous avez Botticelli, vous avez tout le monde. Mais tout ça, ça a été préparé, je déflore un petit peu mon propos, ça a été préparé par le siècle d'avant, le siècle de Dante, où vous allez avoir Pétrarque qui va lancer la poésie dans toute la Méditerranée et même en France, avec Ronsard et Du Bellay. Vous allez avoir Boccace surtout, qui ne va pas faire un récit très, très élevé comme la Divine Comédie, mais qui va faire des petites nouvelles qui peuvent mettre aussi, dans lesquelles on va trouver des personnages qui sont des personnages du peuple et des petits personnages, des personnages grivois. Et tout ça, ça va donner à la langue italienne, qui aura déjà reçu un bon essor avec la Divine Comédie, ça va donner à la langue italienne son assise totale. Elle va descendre, les histoires vont descendre jusqu'au petit peuple qui se sentira carrément partie prenante de tous ces récits. Voilà. Alors, j'en reviens aux corporations. Donc, nous avons à Florence un gouvernement relativement démocratique dans lequel il y a toutes ces corporations qui gouvernent. Sauf qu'entre eux, ils n'arrêtent pas de se battre pour le pouvoir. Donc, il y a des luttes intestines sans arrêt. Ça se voit très bien dans la Divine Comédie. Tout le monde en a assez. Et je veux dire, finalement, ces corporations, ce gouvernement démocratique qui tourne, hein, tous les 2 mois, il y a des prieurs qui changent. Donc, c'est vraiment très démocratique. Eh bien, ça va se transformer très vite en seigneurie, même pendant le Trecento, pendant le siècle de Dante. Il y a des familles qui vont prendre plus de puissance que les autres parce qu'il il faut bien assurer la paix. Il y a une armée aussi, donc chaque famille finit par avoir son armée, un petit peu de mercenaires, tout ça. Donc, il y a des familles qui vont prendre le pouvoir dans chaque ville et c'est comme ça va se transformer non plus en commune, mais en seigneurie. Alors, à l'intérieur, la seigneurie la plus célèbre, c'est celle de Florence, puisque c'est les Médicis qui ont pris le pouvoir. Mais il y en a d'autres. Il y a les Scaligeri dont l'emblème est un escalier et qui sont à Ravenne. Oui, non, pas à Ravenne, à Vérone, excusez-moi. Bon, vous avez le Doge à Venise, qui aussi, normalement, a fini par devenir une seigneurie héréditaire. Mais j'en suis pas sûre, donc je laisse tomber Venise, si vous permettez. Mais par exemple, vous avez à Piacenza, qui est ma ville d'origine, vous avez Parme aussi, où il y avait des grandes familles qui sont venues, les Visconti à Milan, enfin, les Sforza à Piacenza, enfin, il y a beaucoup de… Bon, donc, vous voyez un peu… Donc, Dante arrive vraiment dans la période la plus perturbée de l'Italie et la période où toutes les idées se mettent en place, toutes les idées grouillent et tout le monde commence à en avoir assez du Moyen Âge, de l'empereur et même du pape. Alors, nous allons venir pour ça, nous allons venir à Florence elle-même. À Florence, vous avez donc toutes ces corporations et ce gouvernement tournant, mais il y a des factions et parmi ces factions, comme je vous le disais avant, il y a les tenants du pape et les tenants de l'empereur. Alors, les tenants du pape, on les appelle les Gibelins, Ghibellini. Non, excusez-moi, c'est les tenants de l'empereur qu'on appelle i Ghibellini. La majorité des Florentins qui ont un esprit très indépendant, et ça, c'est très important à noter aussi, sont plutôt pour le pape. Parce que le pape, il est tout prêt, parce que le pape, finalement, il a plutôt un pouvoir, il a plutôt tendance à avoir un pouvoir spirituel que temporel. Et donc, finalement, les Florentins penchent plutôt du côté du pape contre l'empereur, qui, quand il arrive, fait vraiment de l'autorité féodale. Ça ne leur plaît pas tellement. Donc, vous voyez qu'il y a déjà en germe comme une idée de subversion, quelque part, une idée d'indépendance totale, une idée d'autonomie qui sera un des fondements de la Renaissance, absolument. Et d'ailleurs, Dante lui-même, à un moment donné, non seulement il écrit un livre qui s'appelle De Vulgaris Eloquentia, c'est-à-dire à propos de la langue vulgaire, c'est-à-dire de la langue par opposition à la langue latine,
Et il écrit aussi un traité où il préconise la séparation du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel. Alors, voilà, donc ça prouve bien que déjà, vous avez ce désir d'indépendance et d'autonomie en politique qui va lui coûter très cher à lui et qui ensuite va fomenter un état d'esprit différent en tout cas. Bon, alors, quand Dante naît en 1265, une année après, les Guelfes s'emparent de la ville, c'est-à-dire que la ville devient papiste en quelque sorte, hein, et c'est en 1266. Dante vient lui-même d'une famille guelfe, et il sera guelfe toute sa vie. Mais à l'intérieur des guelfes, le problème, c'est qu'il y a encore des luttes intestines à l'intérieur des guelfes, parce que les guelfes se divisent en deux sortes deux parties en quelque sorte. C'est ça, deux courants, les guelfes blancs et les guelfes noirs. Alors, les guelfes blancs, ce sont des colombes, ce sont des gens dans lesquels il y a des personnalités qui préconisent la paix avec l'empereur et qui sont plutôt des diplomates. Dante fait partie de cela. Dante n'est ni un saint, ni un chevalier, ce que l'on devait être au Moyen-Âge pour compter. Dante est un intellectuel, c'est un nouveau personnage de la culture et il a aussi cette qualité-là, c'est qu'il a introduit dans la vie civile la raison, l'intellect, la philosophie, et que les politiques à partir de maintenant ne seront plus ni des saints, ni sacro-saints, ni chevaliers, ni guerriers, ils seront avant tout des gens et qui ont des gens de tête, des hommes de tête, des intellectuels, quoi, en quelque sorte, des gens instruits en tout cas, et qui vont faire de la politique à partir de la philosophie. Alors, par exemple, voilà ce qui se passe concrètement. Il y a un pape qui arrive, qui s'appelle Célestin V, qui arrive au pouvoir vers 1290 à peu près, 1294 exactement. Et à ce moment-là, Dante, il a, je ne sais plus, Dante, il a 29 ans. 29 ans. Il fait déjà partie de la vie de Florence. Je vous raconterai ça un petit peu plus en détail après. Et ce pape qui arrive, en fait, n'est pas capable d'être pape. Ça nous rappelle quelque chose. Et au bout de 2 mois ou de 3 mois, il démissionne. Il démissionne, il va vivre en ermite, il a toujours vécu en ermite, il n'a pas du tout envie de devenir pape, donc il démissionne. On va le retrouver en enfer parce que Dante ne lui pardonne pas, bien entendu, donc il le met dans l'enfer. Alors un pape en enfer, c'est déjà pas mal, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il fallait avoir un esprit drôlement indépendant de la chrétienté pour mettre un pape en enfer. Bon, enfin, il l'a fait. Bon, mais il se trouve, le malheur, c'est que ce pape, en démissionnant, appelle, il y en a un autre qui est voté, enfin qui est nommé, pardon, excusez-moi, et c'est Boniface VIII. Or, Boniface VIII, c'est l'ennemi, ça va être l'ennemi mortel de Dante. Mortel, parce que Dante, qui est pour un compromis avec l'empereur, est très mal vu, et Boniface VIII appelle pour faire la paix dans la commune de Florence en particulier, mais dans toutes les communes d'Italie, parce que c'est insupportable, pour faire la paix, il appelle, comme c'était l'usage à ce moment-là, malheureusement, il appelle en Italie des souverains étrangers, et il appelle des nobles étrangers, il appelle Charles de Valois, qui est bien de chez nous, et ce Charles de Valois descend en Italie. En 1302, il gagne une bataille qui est cruciale et qui fait qu'il prend le pouvoir en Italie, quasiment, avec l'aide du pape, bien entendu. Euh, euh, il s'ensuit quelque chose de très grave pour notre Dante Alighieri, c'est qu'il est exilé. Et il est exilé d'une très vilaine façon. En général, tous ceux qui ont pris parti dans la politique, tous ceux qui se sont lancés en politique avant l'arrivée de Charles de Valois sont tous exilés, aussi bien les Gibelins que les Guelfes blancs, que les Guelfes blancs, tout le monde est exilé. Ce qui fait que, réfléchissez bien, ça donne, et ces gens-là vont être exilés pour longtemps. Pour Dante, c'est un exil à vie, et ce n'est pas qu'un exil, il est condamné à mort, il est condamné à être brûlé s'il revient à Florence. Comme il ne se présente pas au procès,
parce qu'il ne veut pas payer l'amende, il ne veut pas être brûlé non plus, il veut pas qu'on lui fasse un coup fourré par derrière, et donc il préfère ne pas revenir à Florence. Le résultat, c'est qu'il ne se présente pas au procès du coup. Comme il ne se présente pas au procès, lui et sa famille sont condamnés à être décapités si jamais on les retrouve. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est l'horreur. Pour Dante, c'est l'horreur. Lui qui était tellement impliqué dans la vie civile, qui a aimé ça passionnément, la politique, pour lui, c'est un enfer, en quelque sorte. Je crois qu'on peut utiliser ce mot-là. Donc, il va errer dans toute l'Italie. On le soupçonne même d'être passé à Paris en 1310 parce qu'il y a laissé quelques traces et il semblerait qu'il soit passé à Paris parce qu'il y a un projet de la part de Henri III de Luxembourg à ce moment-là de descendre en Italie pour venir faire l'unité d'Italie, lui aussi. Alors, avec cet espoir secret de Dante, il pensait peut-être descendre en Italie avec ce Henri III, et ce Henri II ou Henri III, mais en fait, ça ne s'est pas fait. Donc, et finalement, Dante meurt à Ravenne, là où il était, mais n'empêche que tout ce périple, tous ces échanges qui se font de la part des exilés à droite dans toutes les différentes communes où ils passent, où on veut bien les accueillir d'ailleurs, ça provoque quand même un échange d'idées qui est assez époustouflant et qui va préparer justement les grandes idées plus tard, les grandes idées de la Renaissance, et surtout, ça donne une certaine mobilité à la parole. C'est-à-dire que des gens de Florence vont se parler avec des gens de Venise, des gens de Venise vont se parler avec des gens de Vérone. Enfin, ça provoque un brassage de paroles, si vous voulez, qui prépare l'unité de la langue italienne. Voilà. Bon, alors, on est déjà arrivé à l'exil. Alors, peut-être qu'on peut mettre l'image 5, qu'on voit un peu ce que ça donne, parce que je crois que je ne l'ai pas. Elle arrive. Ah non, elle n'arrive pas, désolée. Pas niente. Alors, j'ai autre chose. Non. Non, elle arrive. Oh, il mare, j'ai la mer. Ça, c'est la Calabre, c'est pas la Florence. Oui, voilà. Bon, mais ce n'est pas très grave, hein. De toute façon, ce n'est pas très grave. Voilà. Alors, on me dit l'image 5. 5. Je ne vois pas les numéros d'ici. Si No, allora più alto, più alto, più alto, più haut, ancora, ancora, ancora una, et ancora. C'est tout. Alors, juste après, descends en dessous. Sotto. Voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est la représentation de Dante par Giotto. C'est une affresque de Giotto qui se trouve au musée du Bargello à Florence. Et vous voyez, Dante est représenté avec le pape Boniface, celui de tout à l'heure. Et vous voyez le regard de Dante sur le pape. C'était son ennemi mortel. Voilà. Et ce n'est pas anodin que ce soit Giotto, c'est-à-dire un des plus grands précurseurs de la peinture moderne en Italie, celui qui a mis en place la perspective, par exemple, et qui a peint tous les affresques de la basilique de Padoue. Eh bien, ce n'est pas du tout anodin que ce soit Giotto qui ait fait ça. Ça vous donne une idée de la notoriété qui a investi la personnalité de Dante et du prestige qu'il a acquis tout de suite. Hein, parce que même de son vivant, la Divine Comédie a eu tout de suite une répercussion énorme. Je voudrais bien qu'on passe peut-être à la numéro 6, c'est-à-dire à la suivante peut-être, à celle qui est en dessous. Celle-là? C'est ça. Alors, vous voyez, je voulais… Non, c'était celle d'avant. Celle d'avant. Celle d'avant qui est grise, s'il te plaît, Laura. Je ne vois plus les numéros. Tu remontes. Moi j'ai le numéro 5. Ecco, questa qua, basta. Alors, vous voyez, Dante est toujours… on n'a pas retrouvé une seule image de Dante de son vivant et on n'a pas retrouvé non plus un seul écrit de sa main. Même pas une signature, rien du tout. Et ça tient peut-être au fait que ces condamnations ont fait vraiment très peur à toute sa famille et qu'ils ont absolument évacué tous les papiers où ils se sont perdus, où ils ont enterré. Enfin, et par contre, vous voyez l'image de Dante qui n'était pas… bon, qui n'avait…
qui avait un visage comme il peut. Enfin, on le voit toujours comme ça. Et j'ai renoncé à vous mettre le masque de son masque mortuaire parce qu'il a exactement la même tête. Et il est toujours comme ça. Et il est reconnaissable entre mille, c'est-à-dire que vous le trouvez vous le trouvez dans toute l'Italie. La statuaire de Dante, elle est connue. C'était la première que je vous ai montrée en plus. Mais il est reconnaissable entre mille parce qu'il a un menton comme ça, un nez comme ça, et il a toujours un air très sévère. Et c'était effectivement un homme très sévère. Alors, si vous voulez, on va passer maintenant un petit peu à quelque chose qui ressemble à sa vie, parce qu'après, on va vous emmener dans la Divine Comédie. Alors, stop, ça va très bien sur celui-là. Dante, quand il est né dans une famille aisée, comme je vous ai dit, et son vrai nom, figurez-vous que c'est Durante di Alighiero degli Alighieri. Il s'appelait Durante. Et c'est assez amusant parce que nous le connaissons sous le nom de Dante. Eh bien, figurez-vous que ce nom-là, finalement, comme il a été étudié déjà de son vivant, Boccace, quand il a commencé à l'étudier, il a trouvé que c'était vraiment très intéressant, mais que c'était impossible de citer son nom comme ça. Donc, c'est Boccace, l'auteur du Décaméron, hein, le grand écrivain qui a lancé lui aussi la Renaissance. Bon, c'est Boccace qui a syncopé son nom en Dante. Et très souvent, d'ailleurs, en Italie, on appelle les artistes par les prénoms. C'est-à-dire qu'on se les approprie comme s'ils étaient de la famille. C'est pour vous dire l'attitude qu'ont les Italiens face à la culture italienne. Ils sont à tout per tout, comme on dit en Italie, c'est-à-dire ils sont à tu et à toi avec la culture italienne. Ils parlent, moi j'ai connu des gens qui prenaient le quart des paysans, des ruraux, qui prenaient le quart pour aller voir, écouter l'Aïda de Vérone, l'opéra de Vérone, qui prenaient le quart et qui revenaient, et en revenant, ils ne dormaient pas dans le quart. Ils passaient leur temps à discuter si le ténor, il avait une belle voix ou il n'avait pas une belle voix. Enfin, j'ai connu ça. Et je pense que c'est très, très congénial aux Italiens que de vivre tous les jours avec leur culture. Mais de toute façon, quand ils s'assoient pour lire le journal, à Rome, ils s'assoient sur une fontaine de Bernini. Alors, c'est difficile d'évacuer la culture et de ne pas l'avoir dans le sang. Voilà. Alors, je vous ai mis cette image pour vous. Alors, donc, il s'appelle donc Dante Alighiero, et en plus, c'est aussi Dante qui a donné à la Divine Comédie son titre actuel de Divine Comédie, parce qu'avant, c'était la Commedia. C'était l'histoire d'un personnage qui va faire un voyage en enfer, mais c'était un humain qui le faisait. Donc, on n'a pas le droit d'apposer le nom de Dieu d'une façon ou d'une autre sur un humain. Donc, c'était une comédie, comme il y avait aussi des moments burlesques, bon, on ne pouvait pas l'appeler autrement. Et c'est donc toujours Boccace qui l'a appelé divine, parce qu'il a trouvé que c'était un voyage vraiment extraordinaire. Et qui en plus était sous l'égide de Dieu. Bon, quand il est jeune, il perd sa maman très vite. Je crois qu'il avait 3 ans quand il a été orphelin de mère, et il perd son père à 18 ans. Donc, c'est quelqu'un de très responsable, mais je pense que tout le monde l'était à ce moment-là. Et par contre, ça ne l'empêche pas, comme il était d'une famille aisée, de faire des études à Bologne et à Padoue, et où il étudie le français, le provençal, la philo et également l'astronomie. Ce n'est pas anodin qu'il ait fait des études à Bologne, parce qu'il y a 2 universités qui sont très cotées à ce moment-là, qui commencent à être connues. Il y a l'université de la Sorbonne et l'université de Bologne, qui ont commencé à peu près en même temps. À l'université de Bologne, on apprend le droit civil romain, alors qu'à l'université de la Sorbonne, on apprend le droit catholique. Et donc, si vous voulez, Dante, il a appris le droit civil romain. Et ça, c'est très intéressant aussi parce que, en fait, alors, je vous ai mis cette image pour vous montrer à quel point on a ressenti Dante comme un intellectuel. Il est au milieu des livres et il n'y a pas que la Divine Comédie là-dedans. Bon, pour vous le resituer du point de vue intellectuel, sachez que Boccace est né en 1313, donc Dante est mort en 1321. Pétrarque, qui est le père de la poésie italienne, est né en 1304, il est mort 70 ans après. Léonard de Vinci est né en 1452, c'est le siècle d'après, et Botticelli en 1444. Donc, ça vous situe à peu près où ils en sont. Et bon, alors,
il est donc sorti de l'université et il va avec une bande de copains, on pourrait appeler ça comme ça, avec les intellectuels du coin, avec des gens qui aiment bien écrire, avec en particulier des poètes qui aiment bien faire des rimes. Il va fonder un espèce de groupe qu'on appellera le groupe de la Vita Nuova. D'ailleurs, il va faire paraître un recueil de poésie avec des gens comme Guido Cavalcanti. C'est presque, il y a dans les recueils de poésie de Guido Cavalcanti un poème qui ressemble, aujourd'hui, ça serait Les copains d'abord de Georges Brassens. Je n'ai pas le temps de vous le mettre, mais c'est absolument incroyable. Où il dit, je voudrais que Lapo et Dante et toi, nous soyons pris par enchantement, que nous partions sur un bateau, etc. Et ils emmènent quand même deux femmes dans l'histoire. Hein. Enfin bon, c'est très amusant parce que ce n'est pas du tout la poésie courtoise qu'on avait l'habitude de voir dans la cour de Sicile où il y avait Frédéric II de Souabe, un autre étranger, qui avait ouvert une espèce de cour où il y avait des poètes provençaux là-dedans et qui parlaient sicilien, où il y avait une école de poésie sicilienne, si vous voulez. Là, c'est en Toscane et c'est une inspiration qui est tout à fait différente de la poésie courtoise qu'on trouvait un petit peu de ce côté-là. Il faudrait peut-être aller à l'image suivante, c'est l'image 8, c'est celle juste en dessous, s'il te plaît. Solo sotto, ecco, voilà. Alors ça, c'est, vous voyez là, le groupe de poètes dont je vous parlais. Alors, Dante Alighieri, c'est celui-ci. Vous l'avez reconnu avec son profil, j'imagine. Ici, vous avez Pétrarque, un peu plus jeune que lui, mais Vasari, il peint ça au XVIe siècle, c'est-à-dire dans les années 1500. Hein. Donc, il a déjà une idée de ce qui s'est passé 2 siècles avant quand même. Et Vasari, vous savez que c'est le personnage qui a écrit et qui a peint absolument tout ce qu'il y avait comme culture à ce moment-là. Il était vraiment en première ligne. Et vous savez que Vasari aussi, c'est celui qui a fait le couloir qui partait de la mairie en quelque sorte de Florence, qui se passait le palais de la Signoria. Hein, et il a fait ce couloir qui traverse les offices, qui traverse aussi le Ponte Vecchio, et qui va jusqu'au Palazzo Pitti, qui a été construit par les Médicis aussi. Ça permettait aux Médicis de passer de la mairie, du palais communal, à leur palais privé, pratiquement sans passer parmi le peuple. Vous comprenez? Et ce couloir est encore là, bien sûr, hein, et vous pourrez le voir quand vous irez à Florence, si vous ne l'avez pas déjà vu, parce qu'il est tellement célèbre. Et au-dessus de Ponte Vecchio, on le voit très bien passer. C'est absolument extraordinaire. Et Vasari, il a représenté donc la fameuse équipe dont je vous parlais il y a quelques minutes, et vous avez Boccace qui est ici. Alors, Boccace se trouve ici. Vous voyez? Alors, ici, vous avez Guido Cavalcanti, ici, vous avez Guido Pistoia, etc., etc. Ils s'appellent tous Guido à ce moment-là. Hein. Il y avait des prénoms comme ça qui couraient. Voilà. C'était pour vous dire qu'il y a un cénacle d'intellectuels là. Au milieu de cette vie intellectuelle, de bonne loi, qui n'est pas directement impliqué dans la vie civile, vous avez un événement capital qui va se produire dans la vie de Dante, que lui considère comme capital et dont il fait un événement central de sa vie, et c'est la rencontre avec Beatrice. Alors, je crois que tu peux descendre, s'il te plaît, Laura, tu peux descendre au suivant. Ça serait le numéro 9, voilà. Il se trouve que Dante avait, dans son enfance, une camarade de classe, probablement, enfin une petite camarade qu'il avait vue une fois. Et quand il la retrouve à l'adolescence, quand il rencontre Béatrice, il a, je ne sais plus, il a 25 ans. Il faut que je dise avant que, comme c'était l'usage, Dante a été promis en mariage à 12 ans à Gemma Donati, qui était une jeune fille de bonne famille, et qu'il a été marié en 1295 à cette Gemma Donati. Il avait 30 ans à ce moment-là, et elle lui a donné 3 enfants. Donc, Dante, c'est un homme marié, hein, très tranquillement. Et la pauvre Béatrice Portinari, que vous voyez là, ici, très gênée, eh bien, elle est mariée aussi. Et elle est bien mariée à un notable de la ville qui est un espèce de banquier qui est très riche. Elle fait une vie tout à fait réglée. Elle n'a pas du tout envie de tomber amoureuse de Dante, mais lui, en la voyant une seule fois et sans lui parler, tombe amoureux d'une façon absolument extraordinaire et
ça sera sa muse toute sa vie. Ça sera même elle qui va l'emmener au paradis. Donc, Béatrice représente dans sa vie un- vraiment, oui, un absolu, un amour absolu. Et c'est très intéressant parce que, en fait, comme lui est marié et elle est mariée, finalement, c'est un adultère. C'est un amour, c'est pas un adultère parce qu'il n'est pas consommé, mais c'est un amour platonique, certes, mais c'est un amour illégitime, un petit peu comme on avait dans les amours courtois. Hein. Les amours courtois, ils avaient une belle, ils étaient en adoration devant, et puis toute leur vie, ils chantaient les louanges de cette belle-là. Bon. Alors c'est un petit peu ça, mais n'empêche que, alors vous voyez, c'est une représentation postérieure, bien entendu, et très romantique, hein, de la rencontre de Dante avec Beatrice. Vous reconnaissez le Ponte Vecchio au fond. Eh bien, vous voyez bien que la pauvre Béatrice, il semblerait, à ce moment-là, on a trouvé des textes, des choses comme ça, il semblerait qu'elle était très gênée parce que le Dante Alighieri se mettait toujours sur son chemin pour la regarder, enfin, il était en adoration, et c'était du harcèlement, quasiment avant l'heure. Donc, c'est très, très important. C'est très important pour lui. La deuxième chose importante, le deuxième pôle essentiel dans sa vie, eh bien, c'est la vie politique à Florence. Hein. Que je vous dise simplement qu'en 1300, pendant 2 mois, il est prieur, c'est-à-dire qu'il fait partie du gouvernement de la ville à un très haut niveau. Oui, bon, et je vous ai parlé déjà de l'exil. Vous comprenez que ça a de l'importance pour lui parce qu'en fait, il s'investit dans la vie politique et il a cet amour-là en ligne de mire. Que je vous dise que quand il a été exilé en 1302, il a été exilé pendant 19 ans, puisqu'il est mort au bout de ces 19 ans. Il n'est jamais revenu à Florence. Il est mort à Ravenne, et avant d'être exilé, avant de mourir à Ravenne, il a été à Forlì, à Vérone, à Padoue, à Venise. Il est retourné à Ravenne. Il a eu une charge diplomatique à Ravenne, mais enfin, comme il était menacé de mort, il ne pouvait pas faire grand-chose. Et je vais vous montrer son tombeau, puisqu'il a été enterré à Ravenne. Voilà. Alors, voilà le tombeau de Ravenne de nuit. C'est une très belle église qui a quelque chose d'oriental. Si on fait la suivante, si tu veux. Voilà. Ça, c'est l'entrée. Vous voyez bien qu'il y a écrit Dantis Poeta Sepulcrum. Ça veut dire c'est la tombe de Dante. On peut rentrer encore un petit peu, s'il te plaît. La suivante, s'il te plaît. Voilà. Ça, c'est le vrai tombeau de Dante. C'est là où où se trouvaient normalement ses ossements. Or, on a découvert à la Deuxième Guerre mondiale que les ossements n'étaient pas là. Alors, où sont-ils? On les a bien cherchés. Ils ont fouillé un petit peu dans toute l'église parce qu'il y avait quand même des traces quelque part dans les écrits qu'ils étaient vraiment là, qu'ils avaient été mis là. Et on a découvert qu'ils étaient cachés dans dans un espèce de creux, enfin dans une espèce de petit fossé, qui avait été creusé derrière un buisson. On avait fait pousser un buisson devant, parce que comme Dante était poursuivi et que toute son ascendance était poursuivie, on l'a pas, je veux dire, on l'a caché en quelque sorte. On l'a caché. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été encore caché, parce qu'on avait peur que, étant donné que ça représentait l'Italie en plein, on avait peur que les Allemands ou les envahisseurs s'en emparent d'une façon ou d'une autre. Et finalement, on les a sortis. Il y a une petite plaque que je n'ai pas pu vous photographier parce que ça ne sortait pas. Il y a une toute petite plaque. Si vous allez à Ravenne, vous passez derrière, vous allez voir, il y a un endroit où il y a marqué « Ici, il y avait les ossements de Dante pendant, je ne sais pas combien de siècles, hein, pendant presque 7 siècles. » Et maintenant, il est vraiment là-dedans. Alors, ces ossements sont vraiment dans ce tombeau-là. Et il y a par contre un cénotaphe. Si tu veux, Laura, on prend le suivant. On prend la suivante. Brava. Alors, ça, no, è quella dopo. No, è quella dopo, ancora sotto. La prossima, brava, basta. Ici, ça, c'est le cénotaphe de Dante à Florence, parce que quand même, les Florentins, ils ont eu mal au cœur et ils ont décidé de mettre Dante
dans l'église où il y a où sont enterrées toutes les personnalités en vue de la ville de Florence en particulier. Et il y a aussi, ils ont dit, c'est incroyable qu'il n'y ait pas Dante, donc ils lui ont fait ce tombeau qui n'est qu'un cénotaphe puisqu'il n'y a pas ces ossements dedans. Et alors en ce moment, inutile de vous dire qu'ils sont en pourparlers parce qu'ils veulent effectivement faire rapatrier les ossements de Dante dans la ville qui était la sienne, c'est-à-dire dans Florence. Alors 700 ans après, il aura peut-être gain de cause, le pauvre. Et dans la foulée, je dois vous dire qu'il y a aussi un procès comment on dit quand on fait un procès, ils font un procès, un appel. Il y a un procès en appel qui est fait parce que quand Dante a été exilé, il a été exilé pour corruption, pour malversation, enfin, pour des chefs d'accusation qui n'ont pas lieu d'être, qui l'ont d'ailleurs qui lui ont fait beaucoup de mal, qui lui ont causé beaucoup de douleur. Et donc, il y a un procès là, qui est en révision. On est en train de réviser le procès de Dante pour rétablir son innocence et en tout cas son honnêteté politique. Voilà. Bon, alors, je crois que je vous ai tout dit, hein, j'ai vu les tombes. Maintenant, si vous voulez, on va parler un peu de la Divine Comédie quand même. Quand même. Et alors, il faut que vous sachiez, je ne sais pas si on peut aller, non, oui, on peut aller sur la suivante si tu veux, Laura. On peut aller sur la suivante. C'est le poème, le poème qui, voilà, c'est la précédente. Voilà, c'est ça. On reste là 2 minutes. Alors, la Divine Comédie a été composée donc après l'exil de Dante en 1302. Elle a été composée en 1305 et sa composition a duré jusqu'en 1319. Donc, vous voyez, ça fait 14 ans. Hein. Et Dante meurt en 1321. Donc, je crois qu'il y a un problème là. Non. Ah non, tout va bien. Non, mais c'est parce que je ne me voyais pas. Je me voyais toute drôle. Bon, il meurt en 1321, donc il meurt très peu de temps après avoir fini la Divine Comédie. Il a été exilé en 1302 et il a écrit à ce moment-là ce poème qui est un poème épique en fait, qui est en vers, dans des vers spéciaux. Et ça aussi, c'est très nouveau et ça aussi, ça a beaucoup impacté l'écriture des poésies. On appelle ça, il écrit des vers en tierce rime. Terza rima, d'ailleurs, ça posera beaucoup de problèmes aux traducteurs. La terza rima, c'est très facile à comprendre. C'est, par exemple, il écrit des strophes sur 3 vers et ça fait A, B, A. Ensuite, il reprend celle du milieu, B, C, B. Ensuite, il reprend celle du milieu, C, D, C. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la terza rima. Et ça donne une animation particulière, paraît-il, à la poésie. C'est tellement vrai que la plus grande réussite de traduction en français, et c'est par une dame qui s'appelle Robert, je ne sais plus quel est son prénom, que je vous montrerai tout à l'heure si vous le voulez, et qui a réussi à faire une traduction française de Dante. Elle a mis un certain nombre d'années avec la terza rima. Et elle a sorti cette traduction, elle l'a fait sur 6 ans, je crois, et elle a sorti cette traduction en mars 2021. Je vous conseille d'aller voir. Elle est en livre de poche. Alors, si vous voulez vous jeter sur la Divine Comédie en livre de poche et la traduction la plus aboutie, c'est la traduction de Madame Robert. Alors ça vous dira quelque chose sur la musicalité du vers de Dante. Madame Robert était une pianiste et elle a dit qu'elle n'a jamais trouvé autant d'adéquation entre la musique qu'elle jouait et les rimes de Dante. Elle disait que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, qu'elle ne pouvait pas ne pas faire cette traduction. Alors, laissez-moi vous dire auparavant que la structure est très étonnante parce que la structure de la Divine Comédie se présente de la façon suivante. Vous avez, et c'est construit sur 3 cantiques, le cantique du voyage en enfer, le cantique du voyage au purgatoire et le cantique du voyage au paradis. Ces 3 cantiques sont eux-mêmes formés par 33 chants. Alors, 3 fois 3, en tout, ça fait 99 chants. Et vous avez le préambule en plus, parce qu'il faut quand même y arriver jusqu'à l'enfer, ce n'est pas évident. Et donc, avec ce préambule, ça fait 99 plus 100, ça fait donc 100 vers, 100 chants plutôt. Et bien, toute la Divine Comédie, et vous avez en plus les tierces rimes, donc toute la Divine Comédie est construite autour du chiffre 1,
et du chiffre 3. Et ça, c'est le chiffre de la Trinité. Ce n'était pas anodin, ils étaient aussi mathématiciens et tout ce que vous voulez, ils étaient astronomes, donc il avait bien réfléchi à l'histoire, ça tombe comme ça et ça convient tout à fait à l'image de Dieu qu'ils veulent avoir. Bon, et c'est la Trinité, parce que dans la Trinité, vous avez un triangle, et c'est un seul Dieu qui se présente sous 3 formes, c'est-à-dire le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. Donc, vous avez ça dans la forme de la Divine Comédie, vous avez déjà ça. Ensuite, il faut vous dire que la Divine Comédie, c'est l'œuvre, c'est un reportage, en fait. C'est pour ça que c'était tout à fait étonnant, parce qu'avant, vous aviez que des écrits pieux sur la vie du Christ, etc. Là, c'est un reportage, c'est un chroniqueur. Pratiquement, c'est un reporter d'aujourd'hui, on dirait. Il a ramassé absolument tout ce qui existait dans l'air, tout ce que les gens connaissaient, entendaient dire par voie de bouche à oreille ou bien dans les livres. Il a ramassé absolument tout. Il balaye absolument toute l'histoire qui est connue jusqu'à présent, depuis la mythologie grecque, la mythologie latine, l'histoire de l'Italie avant lui et l'histoire de l'Italie pendant qu'il était là. C'est-à-dire que vous trouvez le pape, le fameux pape qui est mort, là, qui était son ennemi, qui est mort, vous le trouvez dans l'enfer. Je veux dire, vous trouvez toutes les personnalités. Alors, les gens même qui ne s'intéressaient pas à la mythologie, qui ne connaissaient rien, connaissaient au moins même par oui dire, les gens qui étaient au gouvernement à ce moment-là, enfin les gens dont ils s'entendaient parler, les gens qui les envahissaient, les rois étrangers qui descendaient. Mais trouvez tout ça dans les Divine Comédie. Comment voulez-vous que ça n'ait pas eu une répercussion énorme? C'était évident. D'autant plus que c'est écrit dans une langue qui était plus compréhensible que le latin par plus de gens, quoi. Alors, je vous ai mis, donc, le voyage se passe de la façon suivante. En 1300, qui est en plus, alors 1300, c'est pas n'importe quelle année, c'est un voyage qui est censé se faire pendant une semaine, et c'est la semaine sainte qui commence donc le 25 mars, à ce moment-là, de l'année jubilaire 1300. Donc, vous voyez, tous les paramètres religieux sont là. Alors, un jour, Dante, pendant le 25 mars, justement, il se trouve qu'il a, en fait, il est dans une grande dépression. Il se trouve, il prétend, il raconte qu'il se trouve perdu dans une forêt obscure et que dans cette forêt obscure, il rencontre 3 bêtes sauvages qui lui font peur. Bien sûr, c'est le symbole des maux qui traversent cette terre à ce moment-là, et surtout la ville de Florence, et une ombre. Alors, il erre dans cette forêt, absolument perdu et ne sachant pas où il doit aller, et c'est finalement avec la peur de ces 3 bêtes sauvages qui le menacent, et c'est finalement l'ombre qui sort de l'ombre, en quelque sorte, on pourrait dire, excusez-moi. Bon, c'est justement ce personnage qui sort de l'ombre, c'est Virgile, et c'est Virgile qui va l'amener jusqu'à la porte de l'enfer. Alors, je vous ai mis là les 3 vers qui caractérisent la forêt et qui sont très connus. Alors, je vais essayer de vous les traduire rapidement parce que je les ai là. Je vais vous les lire d'abord parce que vous avez le droit d'entendre la chanson de Dante. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Alors, ça se traduit par au milieu du chemin de nos vies, c'est-à-dire qu'il implique tout le monde dans son voyage. Je me retrouvais dans une forêt obscure quand j'avais perdu le droit chemin, c'est-à-dire alors que j'étais sortie du droit chemin. Alors, bien sûr, les savants se sont beaucoup interrogés sur la diritta via. Qu'est-ce que c'était que cette droit chemin? Mais le mystère dure encore aujourd'hui. Bon, alors, ensuite, tu peux passer à la suivante peut-être. Après avoir été conduits par Dante, voilà, ils arrivent à la porte de l'enfer. Alors, je ne vous ai pas mis, j'aurais dû vous mettre là bon, ils arrivent à la porte de l'enfer et voilà ce que dit, ces vers sont très, très connus. Il y a un grand écrivain américain qui les a mis en exergue de son propre roman. Je sais plus, je vous dirai le nom tout à l'heure quand je l'aurai retrouvé, mais je ne suis pas spécialement fan des romans anglo-saxons. Pardon, excusez-moi. Donc ça, c'est ce qu'il voit sur la porte de l'enfer, c'est très, très célèbre. Il faut absolument que vous l'ayez au moins vu une fois dans votre vie. Alors, je vous le lis.
Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fur cose create se non eterne, e io eterna duro. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Ce sont des vers très forts. Ça parlait beaucoup aux gens à ce moment-là, parce qu'ils avaient encore ancré en eux la crainte de l'enfer, la crainte de l'au-delà. Ce sont des vers très, très puissants. À ce moment-là, en plus, ce sont des vers. Les gens n'avaient pas tellement l'habitude d'écouter des vers ou de la poésie épique, si vous voulez. Et ce sont des vers très forts. Je vous les traduis parce que ça le mérite. Alors, per me si va nella città dolente. Par moi, on entre dans la cité des pleurs. Par moi, on entre dans l'éternelle douleur. Par moi, on va parmi les gens perdus. C'est la justice qui arma le grand acteur, le grand créateur. Je fus produit par son divin pouvoir, ainsi que par la grande sagesse et l'amour suprême. Il primo amore, ce n'est pas le premier amour de sa vie, hein, c'est l'amour suprême, c'est l'amour de Dieu, si vous voulez. Ça veut dire qu'il a un pouvoir qui est l'égal de Dieu. Il s'agit de Lucifer qui parle, hein, vous avez bien compris, ou la porte en tout cas. Et elle a un pouvoir qui est divin et on ne peut rien contre elle. C'est pour ça que le dernier vers dit « Lasciate ogni speranza, voi che entrate », abandonnez tout espoir, vous qui rentrez. Parce qu'il n'y a que de l'éternité. Si vous regardez, dinanzi a me non fur cose create se non eterne, avant moi, il n'y eut que des choses éternelles, et moi, je durerai éternellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix temporel, si vous voulez. On est dans l'éternité, et ce n'est pas le règne de l'homme, c'est le règne de Dieu, et c'est fini. On n'a plus aucun choix à faire. Quelle heure il est maintenant? Ça va, ça va. Ça va. Non, mais parce que je suis tellement bavarde des fois que je me... Bon, alors, tu peux passer peut-être les images d'après. Vous allez voir comment sont... Bon, ben alors, allons-y. Non, c'est la suivante. Alors, où en sommes-nous? Bon, c'est bon. Le schéma général, c'est très bien. Celui-là, ça va? C'est celui-là, voilà. Alors, voilà le voyage que va faire Dante. Alors, tout en haut, je peux utiliser ça? Alors, tout en haut, vous avez, c'est là qu'il va rentrer. C'est là qu'il tombe dans une espèce de fossé guidé par Virgile. Et ici, il paraît qu'il y a Jérusalem. Hein. Vous savez qu'à ce moment-là, la Terre n'était pas considérée comme ronde. Hein. Alors, il faut qu'on se sorte de ce schéma-là, parce que sinon, ça ne peut pas aller. Donc ici, il paraît qu'on est à Jérusalem et c'est là que Dante, la forêt obscure, elle est là. Et c'est là on est sur la Terre, là, vous voyez. Et c'est là que Dante, avec Virgile, va commencer à entrer en enfer. Alors là, il traverse l'Achéron, qui est le fleuve, le Styx, ou l'Achéron, je ne sais plus. Enfin, il traverse, ici c'est Achéronte, hein, donc je ne sais pas. Donc il traverse l'Achéron, qui est un des fleuves de l'enfer, et il arrive à la porte juste après. Et après, il traverse 33, il traverse comme ça 33 cercles où se trouvent les damnés. Alors, les premiers, ce sont les luxurieux. Apparemment, c'est les moins pécheurs parce qu'ils sont le moins près de Lucifer. On n'arrive pas à lire, mais je ne peux pas faire autrement. Hein. Vous regarderez quand vous aurez l'occasion, même sur Internet, vous allez trouver. Et on va jusqu'à Lucifer, on descend comme ça. Moi, je vais vous commenter deux chants qui se trouvent là-dedans. Parce que, bon, on ne peut pas tout commenter déjà. Quand ils arrivent chez Lucifer, ils passent par la Natural Burella et ils arrivent à l'opposé de l'entrée de l'enfer, qui est vers une montagne qui s'appelle le Purgatoire. Là, en enfer, c'est terminé. On n'a plus le droit, on se rachètera jamais, on restera toujours en enfer. Mais quand les morts arrivent au purgatoire, quand on les envoie au purgatoire, ça veut dire qu'ils ont la possibilité de se racheter pendant un certain temps. Alors, Virgile est toujours là, il est toujours en train de le conduire jusqu'au purgatoire, jusqu'au paradis terrestre, qui a été perdu, comme chacun sait. Après, on arrive. Alors, on va peut-être passer à l'image suivante. Voilà l'enfer. Alors là, vous avez l'Acheronte, Vestibolo, l'Acheronte, et vous avez tous les trucs, là, Città di, je ne sais plus quoi, là. Bon, ici, vous avez un autre fleuve. Bon, et vous voyez, ça, c'est l'enfer.
Passons au suivant, s'il vous plaît. Là, vous êtes au purgatoire et vous avez le paradis terrestre en haut. Alors, cette représentation a été faite après coup, mais le plus grand représentant de tout ça, c'était Botticelli. C'est pour vous dire hein, à quel point il était célèbre. Et on peut passer à la suivante si tu veux, Laura, s'il te plaît. C'est fait. Ah, là, c'est le paradis. Alors, le paradis, il y a tous les élus qui sont là. Là aussi, il y a plusieurs cercles. Et puis, on arrive à la rose éternelle, où il y a tous les anges qui sont là-dedans. Là-haut, c'est l'esprit supérieur. Et puis, bon, Dante s'arrête ici. Hein. Il ne peut pas aller plus loin. Bon, on peut passer à la suivante, s'il te plaît. Je vais passer à la suivante. Ecco. Alors, vous avez là une représentation qui est c'est une gravure de Gustave Doré. C'était pour vous dire au passage que même Gustave Doré a représenté la Divine Comédie. Et vous voyez bien qu'il y a Dante qui est là, Dante est là dans la barque. Il s'approche de l'enfer qui est déjà là. Et là, vous avez Virgile qui le conduit. Et là, c'est c'est Charon qui conduit la barque. Voilà. Donc, vous voyez, la suivante, s'il te plaît, mais c'est Gustave Doré qui a représenté ça. C'est un célèbre graveur. Hein. Et là, voilà, vous avez une représentation très romantique de Eugène Delacroix, d'ailleurs, qui a représenté Dante aux enfers avec Virgile. Alors, Dante, vous le reconnaissez très bien, il a toujours la même tête, et il est là, et il a très peur. Et Virgile lui dit, en lui tenant la main, ne t'en fais pas, je suis là. Et vous voyez tous les damnés qui sont autour et qui s'agglutinent autour de la barque. Et ça vous donne le ton de la Divine Comédie qui est un ton compassionnel. C'est-à-dire, au lieu de condamner les damnés comme on le faisait au Moyen-Âge, Dante traverse les enfers avec une compassion pour l'humain qui porte déjà en germe l'attitude humaniste qu'auront les gens de la Renaissance envers l'homme. Ce n'est plus Dieu qu'on adore. On commence à regarder les hommes sous un angle plus humain, plus compassionnel, plus normal. Plus normal, c'est moi qui le dis. Il ne faut pas prendre ça pour une donnée intellectuelle de l'époque. Voilà. Donc, si vous voulez, Eugène Delacroix l'a très bien rendu. Hein. C'est Eugène Delacroix qui est un grand peintre français, comme vous connaissez. Donc, c'est pour vous dire que la Divine Comédie de Dante a essaimé absolument partout. Bon, je pense qu'on peut mettre maintenant le premier poème, le premier chant de la Divine Comédie que je voulais vous montrer. C'est un chant très, très célèbre. L'histoire de Francesca da Rimini a inspiré le sculpteur Rodin et a inspiré le baiser de Rodin, est inspiré par cette histoire. Et il a inspiré aussi un ballet de Tchaïkovski, je crois. Enfin, c'est une histoire très, très, très célèbre. C'est une histoire très romantique. En fait, Francesca da Rimini était une jeune noble du Moyen-Âge qui était, comme beaucoup de jeunes femmes, isolée dans un château pendant que le mari faisait le chevalier et guerroyait à l'extérieur. Et il avait laissé sa femme, c'était très jolie Francesca, très jeune, il l'avait laissée en garde à son frère qui s'appelle Paolo Malatesta. Il se trouve que comme disait Dante, Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Galeot, ce fut le livre et qui l'écrit. Galeot, ça se réfère, et celui qui l'écrivit, ça se réfère au geste du roi Arthur, où vous avez, Galeot, c'était un entremetteur pratiquement, entre des amours. Et bon, il se trouve qu'en lisant un livre, paraît-il, Paolo et Francesca se sont embrassés et sont devenus amants. Alors, ils ont bien sûr le pro-chevalier est rentré et il a immédiatement trucidé aussi bien son épouse que son frère. Alors, il se trouve que ces deux personnages, Dante les rencontre à l'intérieur de l'enfer et ils volent tous les deux les uns à côté de l'autre en essayant de se rapprocher sans arrêt les uns des autres, mais c'est la loi du talion, ils sont punis par où ils ont péché, ils n'arrivent jamais à se toucher. Et Francesca raconte donc à Dante, c'est ça, c'est des dialogues pratiquement avec tous les gens qu'il rencontre dans l'enfer et c'est des dialogues qui sont très émouvants pour lui. Et donc celui-là est un des plus émouvants.
elle raconte comment elle est tombée amoureuse de Paolo Malatesta et comment les dégâts, comment elle raconte l'amour en fait. Et c'est comme c'est un des grands sujets de la vie de Dante et c'est un des grands sujets de la Renaissance et que c'est un des grands sujets de la Divine Comédie, on ne pouvait pas s'empêcher de regarder cette poésie. Bon, alors je vais vous la lire. Amor che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor m'offende. Amor che a nullo amato amar perdona, mi prese costui de piacer sì forte che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi vita ci spense. Queste parole d'alors ci furent porte. Alors, je vais vous les traduire rapidement. Alors, très difficile à traduire. Hein. L'amour qui capture soudain les cœurs nobles s'empara de cet homme pour ma belle personne, pour la belle personne que je suis, et à qui on ôta la vie, et cela me bouleverse encore aujourd'hui. L'amour qui ne fait grâce à personne de ne pas aimer en retour, c'est-à-dire que quand quelqu'un tombe amoureuse de vous, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être amoureux à votre tour. C'est absolument impossible de résister. Et ce n'est pas le cas de Dante, ce n'est pas le cas de Béatrice, puisqu'elle a résisté toute sa vie. Mais enfin bon, c'est une autre histoire. Donc l'amour qui ne fait grâce à personne de ne pas aimer en retour fit qu'il me plut si fort que, comme tu vois, j'en suis encore toute pénétrée. L'amour nous conduisit à une mort unique. Caïn attend celui qui éteignit notre vie. Voilà les mots qui nous adressèrent. Alors, Caïn, comme vous savez, c'est le frère d'Abel et c'est celui qui a tué son frère. C'était deux fils d'Ève. Et naturellement, chaque fois qu'on veut parler de quelqu'un qui tue son frère, on parle de Caïn. Victor Hugo l'a fait bien après, comme vous connaissez. Donc, elle dit en substance que Caïn attend le mari trompé qui a tué son frère. Voilà, donc ça c'est un très très célèbre et je crois qu'il y a après, il doit y avoir après, non il n'y a pas, je ne vous l'ai pas mis mais j'aurais pu le mettre. Alors il y a un autre poème qui est très célèbre, c'est pas grave c'est le micro qui tombe, voilà, il y a un autre chant qui est très très célèbre, deuxième grand thème que l'on peut isoler de la Divine Comédie avec l'amour dont je viens de vous parler, c'est celui-ci, c'est le chant d'Ulysse et dans le chant d'Ulysse vous avez en germe vraiment toutes les idées de la Renaissance. Vous avez toutes les idées nouvelles de la Renaissance. Je vais vous le lire. Considerate la vostra semenza, fatti non fuste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Alors, il s'agit d'Ulysse, que vous connaissez, qui a fait un grand voyage qui s'appelait l'Odyssée. Et Dante fait une fake news. C'est-à-dire qu'il le met dans l'enfer, mais il lui fait raconter quelque chose qui n'est pas vrai. C'est-à-dire que là, c'est le moment où Ulysse voudrait bien repartir. Il veut repartir, faire une autre navigation à travers la Méditerranée. Mais ces marins ne veulent pas le suivre. Ils en ont marre, ils n'ont pas envie de le suivre. Alors, il va leur faire un discours pour les encourager à repartir. Et dans ce discours, il va mettre des choses convaincantes. Et voilà ce qui convainc le plus, ce que Dante met dans la bouche d'Ulysse pour être convaincant. Ça veut dire que c'est vraiment les plus grandes idées qu'on puisse mettre dans la vie d'un homme, qu'on puisse pour encourager un homme. Et ça dit en substance, considérez, alors je crois que j'ai la traduction là, des fois je me plante un petit peu, considérez votre hérédité, la vostra semenza, c'est-à-dire de comment vous avez été fabriqué, à la limite fabriqué par Dieu. Plus. Considérez votre hérédité, vous ne fûtes pas créés pour vivre comme des brutes. Bruti, c'est vraiment la brute, c'est pas brutti avec deux T, qui veut dire moche, qui veut dire laid, mais c'est vraiment ça. Ma perseguir virtute e conoscenza. Vous avez été créés pour suivre la vertu et la connaissance. Alors, la vertu, c'est intéressant parce que c'est les vertus morales, bon, c'est la haute moralité, mais c'est aussi le courage de l'aventurier, le courage de celui qui va en avant. Et la conoscenza, c'est encore pire. C'est vraiment
la connaissance, pas divine, la connaissance humaine, c'est-à-dire savoir, apprendre toute sa vie, la curiosité intellectuelle. Vous voyez? Donc, c'est très important. Vous avez là en germe, aussi bien dans la vie civile de l'Italie que dans la vie, quelle heure il est? Aussi bien dans la vie civile que dans l'histoire de Dante, vous voyez autour de lui naître des idées nouvelles, que dans la Divine Comédie, vous avez tout ça. Bon, je crois que j'ai fini parce que je pense bien que j'ai tout dit. Alors peut-être que je dois vous rajouter quelque chose parce que je suis un petit peu emportée par la passion quelquefois. Donc voilà. Non, je crois que j'ai tout dit. Je peux vous parler de la répercussion, mais voilà. Vous avez Florence aujourd'hui. Et si vous avez des questions à poser, je peux vous parler de la répercussion un petit peu, mais je pense que vous pouvez aussi me poser des questions. Je vous ai déjà dit beaucoup de choses. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Allez, tu es à l'écran. Moi, je me suis régalée. J'ai attendu depuis longtemps. Je suis ravie. J'ai appris beaucoup de choses et je voudrais savoir qu'est-ce que je peux lire parce que quand je vais sur le net, je trouve toujours des anciens textes écrits en ancien italien et pas très, comment dire, agréables à lire. Donc, qu'est-ce que Juliana pourrait me suggérer à lire? Alors, Mais à part justement, la personne dont elle a parlé tout à l'heure, cette traduction de Madame Roberta. justement, je Robert. crois que c'est la meilleure. Et comme de toute façon, elle a découpé sa traduction en 3 champs, comme toujours, et que c'est en livre de poche, je crois que c'est vraiment le top. Alors, je vais vous la montrer parce que je l'avais préparée. Je vais vous la montrer. Voilà. Elle est là. Ah, Elle s'appelle donc Danielle Robert. Oui. Elle a fait une interview dans une revue qui est très très bien, qui s'appelle Radici, que je vous montre ici, et qui est une revue qui est éditée à Toulouse par un intellectuel italien, d'origine italienne, franco-italien, qui s'appelle Rocco Femia, et qui paraît tous les 2 mois, je crois. Je vous la conseille, ça s'appelle Radici, et ils ont sorti un numéro spécial sur Dante, mais ils sortent un numéro sur beaucoup évidemment, de choses. parce que c'était Dante dit cette Voilà, année. déjà, mais ils ne se bornent jamais à ça. Vous voyez, il est là, Dante. Donc, ils ont sorti un premier numéro avec à l'intérieur, vous avez beaucoup de choses. Vous avez une interview de grandes personnalités qui s'appelle Vous avez intérêt, si ça vous intéresse, la culture italienne, à vous abonner à Radici, hein, entre parenthèses. D'accord. Mais alors, vous avez un certain nombre de choses là-dedans. Vous avez aussi, regardez, Dante reporter. Alors, vous avez des personnages de la mythologie, de l'enfer. Oui, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué donc la rivière avant de descendre à l'enfer. Donc, c'est dans la mythologie grecque parce que c'est le monde de Hadès. Oui, il y a la rivière Styx, effectivement. Et oui. voilà, c'est ça. Mais c'est justement la personne qui est à côté de moi me disait, mais c'est le Styx. Bon, écoutez, oui, voilà, c'est ça, le Styx. Il faut aller voir, oui, il a repris un peu tout ce qu'il a pu en prendre, mais il doit l'appeler de manière grecque, mais il était très cultivé. Hein, oui. Bon, alors, surtout la traduction de Daniel Robert, si vous ne la trouvez pas… Est-ce que c'est Daniel ou Daniel? Daniel, comme ça. Avec 2 L-E ou avec Non, c'est comme ça. C'est avec un seul L. Vous ne la voyez pas, mais c'est avec un seul L. Daniel Robert, et il semblerait, elle a déjà fait paraître les traductions, c'est Actes Sud, hein, elle avait déjà fait paraître l'enfer en 2016, le purgatoire en 2018 et le paradis en 2020 chez Actes Sud. Mais maintenant, elle les a regardés dans le livre de poche parce que c'était prévu que ça sorte en mars 2021. On est béni des dieux. Ça tombe juste pile poil. Et il y a cette traduction. Alors ensuite, il y a la Radici que vous pouvez aller voir. Et puis aller dans l'Institut culturel italien est en train de sortir… Au quartier latin au quartier. Non, c'est à l'hôtel de Galifet. Ça se trouve plutôt du côté de la rue de Grenelle, avenue de Grenelle. Rue de Grenelle, du côté des ambassades, hein, il se trouve par là, l'Institut culturel, mais vous allez le trouver… Ah oui, c'est l'Institut, c'est pas centre, Institut, oui, d'accord. Institut culturel. Par contre, il y a beaucoup de centres culturels qui doivent faire, mais l'Institut culturel centralise un peu toutes les manifestations qui se font en ce moment à l'occasion du 700e. Alors, c'est le 700e de la mort de Dante, hein, et le Dante dit, c'est le 25 mars, parce que c'est ce jour-là qu'il est descendu en enfer. Oui, je sais que c'était Dante dit en Italie, ça. Oui, c'est ça. Et dit, vous savez que ça veut dire jour, hein.
en Oui, latin, oui, c'est dies ça, Dante diei. dit. Vous allez sur Internet, vous allez avoir édité par l'Institut culturel toutes les manifestations qui se passent, à Paris en particulier. Mais bon, si vous allez sur les autres instituts culturels dans les autres villes, vous trouverez aussi dans les autres villes. Je voulais vous parler, si tu permets, 2 minuti, solo 2 minuti, Laura, per cortesia, à propos des descendants d'Italiens, d'origine italienne, une autre association italienne, mais je sais que Laura va me permettre de le dire, une autre association de descendants italiens et franco-italienne qui s'appelle le Cercle Leonardo da Vinci, qui est Ah oui. basé à la Queue-en-Brie, est en train de construire avec la mairie de Nogent un monument que je vais vous mettre, que je vous montrerai, un monument à la gloire des immigrés italiens qui ont fait la France après la guerre Oui, je et l'ai même vu, avant. ça, j'en ai Voilà. parlé. Alors, je vous invite à aller sur le site du Cercle pour éventuellement apporter votre contribution parce on a besoin, on a besoin qu'ils se construisent. Et c'est un monument pas seulement à l'honneur de nos ascendants, pour les gens qui sont d'origine italienne, mais aussi à la France qui les a accueillis. Il y a un livre sur la vie de Dante, une biographie éventuellement. Alors, il doit y avoir des biographies, je n'ai pas pensé à ça. Moi, j'en ai quelques-unes, mais bon, et je peux vous les mettre, je vous les mettrai sur le site après, D'accord, si vous voulez, d'accord. hein, parce que bon. Très bien. Mais la vie de Dante, vous savez, il n'est pas très amusant déjà quand on le voit comme Non, ça. Très agréable sur YouTube. Il y a un document qui s'appelle Dante Durante avec des personnages qui ont été recréés de son époque. C'est très intéressant. Moi, je l'ai fait voir à mes élèves qui ont beaucoup aimé. Et ça donne vraiment l'essentiel de la vie de Dante. Ça s'appelle comment, vous dites? Dante Durante. Durante. Ensuite, il y a de nombreuses lectures qui ont été faites par les grands acteurs. Il y a Benigni qui a fait une lecture absolument époustouflante. Il avait un succès fou, alors que c'était une simple lecture de Dante, mais il en arrivait même à pleurer. Benigni, en lisant Dante, se mettait à pleurer. Tellement il le vivait très fort. C'était un bon acteur déjà. Hein. Oui, Benigni, Roberto Benigni. Ensuite, Gassman, vous trouverez sur YouTube. Gassman a lu aussi. Vittorio Gassman a fait une lecture. Vous verrez sur la page Facebook de Amici d'Italia, dans les jours qui vont suivre, vous allez avoir beaucoup d'extraits de Dante lus par des grands personnages. Et c'était tellement symbolique pour la vie culturelle italienne et pour toute la vie italienne que quand la mafia a été victime du maxi-procès et qu'ils se sont aperçus que les politiques ne les soutiennent plus, les mafieux, ils ont fait une menace sur toute l'Italie qui a très bien marché, à savoir qu'ils ont mis une bombe sous la statue de Dante qui se trouve devant le musée des Offices. Ça a arraché une partie du musée des Offices, ça a bien sûr fait exploser la statue de Dante et ça a tué le concierge. Mais sauter les musées d'Italiens et l'Italie va mourir. C'est pour vous dire à quel point l'Italie tient. L'unité italienne ne se fait pas par les politiques, c'est évident. Ne se fait pas non plus par l'économie. Peut-être un peu plus par l'économie, la petite économie certainement. Mais l'unité italienne se fait par la culture et elle dure depuis l'Antiquité. Ça part de l'Antiquité et c'est Dante qui a réinséré ça. C'est tellement vrai que dans les années 1500 au XVIe siècle, nous, notre Renaissance, elle est venue au XVe siècle. Les Italiens, au XVIe siècle. Les Italiens, c'est le Quattrocento. Le XVe siècle, c'est eux la Renaissance. Le XVIe siècle, elle est venue en France. Et vous avez Ronsard, Du Bellay, vous avez tous ces gens-là qui sont arrivés là. Donc, nous, la Renaissance, on l'a vécue au XVIe siècle, c'est-à-dire dans les années 1500. Avant. Après, mais en 1500, vous avez le cardinal Bembo, qui est très ami avec un humaniste vénitien et qui a une imprimerie et qui décide d'imprimer Dante Alighieri, Pétrarque et Boccace. Et ça, c'est une bombe sur toute l'Italie parce que ça va se diffuser dans toute l'Italie. La langue italienne commence à s'implanter à ce moment-là. Au moment du Risorgimento, au moment de l'unité italienne, vous avez les Risorgimenta, les Carbonari reprennent Dante comme symbole de l'unité italienne et ils en font leur langue. Et vous avez en même temps Manzoni à Milan qui écrit le roman Les fiancés en italien. Donc la langue s'implante, elle n'arrête pas de se planter. Alors après, le roi d'Italie déclare que la langue de Dante, c'est la langue officielle,
mais ça n'est pas encore le cas parce qu'il n'y a que 2% de personnes en Italie qui la parlent, de la population entière, et c'est seulement avec la télévision et l'école que la langue de Dante, mieux à se répandre. mais elle a toujours été là, et la figure de Dante a toujours symbolisé en plein la culture italienne qui se fait par l'unité italienne qui se fait par la culture. Nous, en fait, on est de toute façon, chez nous, la Renaissance n'est arrivée qu'un siècle après, simplement parce qu'on a visité l'Italie pendant tout le Quattrocento. Alors, automatiquement, c'est remonté un siècle après, mais c'est normal. Léonard de Vinci est venu en France à la fin de sa vie. Et c'est à ce moment-là qu'il a fait les plans de Chambord. Mais si vous voulez, les choses ne se passent jamais dans un siècle défini. Personnages qui se baladent et qui sont récupérés par les gens d'aujourd'hui. Et encore plus par les descendants d'Italiens qui se trouvent à l'étranger, parce que c'est une espèce d'identité que nous avons dans nos gènes et que nous sommes tellement fiers. Moi, en bien sûr, on est tellement fiers de transmettre. Je ne vous dis pas. Pour vous entendre, je peux déduire que notre initiative d'inviter la culture chez vous, c'était une bonne initiative. Très bien, oui. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Angeline? Une ou deux questions d'autres personnes? Oui, moi je veux simplement vous remercier. J'ai passé un très très agréable moment. Moi je ne connaissais pas du tout Dante, sinon ce que j'en avais entendu en visitant Florence, etc. Et vraiment j'ai retrouvé en plus pas mal de choses que j'avais approchées en allant à Florence, les guelfes et tout ça. Et franchement, c'était passionnant. Et ça donne vraiment envie de le lire. Et merci. J'espère, parce que ça le mérite vraiment. Bon, un poète britannique qui s'est inspiré de Dante, il s'appelle Eliot, si ça intéresse quelqu'un. Et l'Argentin, le romancier, l'écrivain argentin Jorge Luis Borges a dit une chose définitive à mon avis, à savoir que Dante pour la langue italienne et pour l'Italie était la même chose que Shakespeare pour le peuple britannique. Ça veut dire que c'est vraiment deux sommités, si vous voulez, qui traversent la culture occidentale. Et comme je vous disais au début, dans la Divine Comédie, c'est la deuxième œuvre la plus traduite après la Bible dans le monde occidental, bien sûr pas chez les Chinois, j'imagine. Chose que je voulais vous dire qui est très très emblématique, c'est que la société qui diffuse la langue italienne et la culture italienne tout entière dans le monde entier, qui a des bureaux dans le monde entier, c'est la Società Dante Alighieri. Vous en avez une à Paris, dont le directeur vient de changer maintenant et qui s'associe complètement à toutes ces manifestations. Et ça s'appelle la Società Dante Alighieri, ce n'est pas pour rien. Donc, vous avez bien fait de commencer par là, parce que c'était vraiment ce qu'il fallait faire, quoi. Bien, moi ce que je voulais vous dire pour conclure, c'est que c'est très intéressant. Vraiment, Angeline, je te remercie beaucoup de nous avoir permis de vous sur la culture italienne. Et aussi, je voulais vous dire que bon, c'est la dernière avant les vacances de nos conférences, mais on ne va pas s'arrêter à celle-ci, on va en faire d'autres à la rentrée sûrement, et peut-être en vrai, c'est-à-dire en salle, avec un intervenant, un conférencier en salle, ou alors, selon les conditions, continuer comme ça en vidéo avec Zoom, et peut-être les deux. C'est-à-dire, on peut aussi faire des conférences avec des intervenants en salle et les remettre en replay sur la possibilité pour qui ne peut pas venir directement. Voilà. C'était une expérience pour moi tout à fait nouvelle. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Et puis, rendez-vous à la prochaine. Suivez notre page Facebook Amici d'Italia. On va mettre beaucoup d'éléments sur Dante, mais aussi sur les autres conférences. Ce n'est pas fini, ça va continuer. Très bien. Merci à toi, Laura.